Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Qui n'a jamais rêvé quitter sa routine pour partir voyager pendant plusieurs mois, voire plusieurs années ? Laurine a 27 ans, elle est ostéopathe, elle vit en Haute-Savoie et un jour elle a décidé de réaliser son rêve. Elle quitte la région parisienne avec son chéri et partent voyager pendant presque 2 ans. Aujourd'hui, ils partagent leurs tips voyage sur leur compte Insta Lolo et Nico. C'est juste pour le kiff, pas question de lâcher leurs jobs respectifs. Alors pourquoi sont-ils partis ? Quel a été le déclic ? Comment se sont-ils organisés ? Comment ont-ils réussi à économiser 15 000 € chacun ? Ont-ils préparé le voyage ou sont-ils partis sur un coup de tête ? Et comment ont réagi leurs proches à l'annonce de ce projet ? Ils avaient un plan initial, mais ce plan a été bouleversé par le Covid. Jordanie, Thaïlande, Birmanie, Laos et fin mars, le Covid frappe en Asie du Sud-Est. Ils se retrouvent confinés plusieurs mois sur des petites îles situées au Laos. Ils rentrent ensuite en France, travaillent, renflouent les comptes et partent direction la Polynésie, pensant y rester maximum 1 mois, mais ils y resteront 10 mois. Je vous laisse découvrir cet épisode qui vous donnera la pêche pour attaquer cette rentrée. Bonne écoute à vous. Salut Laurine. Salut Sandra. Comment tu vas ? Bah écoute, tout va bien et toi ? Très bien, je te remercie. C'est la reprise pour moi, donc tu vois, je reprends doucement les enregistrements du podcast, donc c'est cool, je suis contente. Top. Et je suis ravie de découvrir ton histoire. Laurine, tu connais un petit peu les rituels du podcast des locomotives. Voilà, donc première question, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît en quelques mots ? Ouais, bien sûr. Donc moi c'est Laurine, aka Lolo. Parce que je gère le compte avec mon conjoint qui est Nico et on gère le compte qui s'appelle Lolo et Nico. Donc généralement, les gens me connaissent sous le surnom du moins de Lolo. J'ai 27 ans, je suis ostéopathe et je vis actuellement en Haute-Savoie. Donc ça, c'est assez récent puisque ça fait à peine 1 an. Et avant ça, avec justement Nico qui est mon conjoint, on a voyagé pendant presque 2 ans. Initialement, on vivait tous les deux en région parisienne. C'est là où moi j'ai grandi, où j'ai fait mes études, etc. On s'est rencontrés là-bas, on a bossé là-bas. Et à un moment donné, on s'est dit, OK, stop. On veut voyager, on veut faire quelque chose. Enfin, on veut un peu quitter cette routine. Et donc, c'est un petit peu comme ça et naturellement qu'est venue cette idée et cette envie de voyager. Donc, c'est aujourd'hui un petit peu aussi ce qui nous a motivés à créer ce compte, à partager un petit peu nos tips, nos voyages, etc. et d'interagir avec toute notre communauté. Donc voilà. Et est-ce qu'il y a eu une sorte de déclic ? Est-ce que parce que partir pour faire le tour du monde, c'est quand même pas rien. De plus en plus de personnes le font, mais il y a souvent, si tu veux, ce déclic où tu te dis mais en fait, qu'est-ce que je fous là ? Enfin, je suis pas au bon endroit, j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose. Est-ce que tu as eu ce déclic-là ? Alors, comme tu dis, déjà, je reviens sur un truc qui est hyper important, c'est que c'est pas rien. En fait, ça paraît hyper simple parce que, comme tu le dis, il y a de plus en plus de monde qui le fait. Ça paraît d'être une décision un peu anodine que tout le monde peut faire. Alors, bien sûr que tout le monde peut le faire, mais ça demande des sacrifices, ça demande des décisions qui sont pas faciles à prendre. Et non, c'est pas rien. Ça demande finalement indirectement, je pense, beaucoup de courage de quitter ce petit confort qu'on a en France, de quitter cette routine qu'on met souvent un petit peu de temps à installer. Et je pense que pour nous, le déclic, alors, ce qu'il y a, c'est que moi, je travaillais pendant mes études, et c'est d'ailleurs dans ce travail qu'on s'est rencontrés avec Nicolas. Et on travaillait en boutique, on travaillait les week-ends, les jours fériés. On avait un rythme qui était assez intense, en plus de mes études. Et je pense que on s'est dit que c'était beaucoup. Et je pense qu'on faisait, alors on peut pas parler de burn-out ou quoi que ce soit, mais c'était très très intense et on avait besoin de couper tout ça. On se rendait aussi compte que notre routine en région parisienne, elle était pas forcément ce qu'on souhaitait, quoi. On n'était pas non plus hyper épanouis. Et au-delà de ça, depuis nos débuts qu'on soit ensemble, on a toujours voyagé, mais on voyageait vraiment sur nos vacances, c'est-à-dire 2-3 semaines maximum, par-ci par-là. Mais on voyageait toujours un peu de manière, un petit peu à l'aventure, quoi, en organisant tout de A à Z
de notre côté, en se laissant un petit peu guider par nos envies, etc. Et je pense que il nous arrive à chaque fois beaucoup de péripéties. Et je pense que c'est ces petites péripéties aussi qui nous ont donné goût encore plus à l'aventure et à se dire, OK, faut qu'on fasse quelque chose parce qu'on adore ça, quoi. Donc, je pense que c'est venu de là. Et comment ça s'est passé? Parce que du coup, vous vous dites, OK, on a envie de voyager, c'est cool, on va mettre ça en place. Comment ça s'est passé concrètement? Est-ce que vous avez quitté vos boulots respectifs? Est-ce que vous aviez peur? Comment vous avez mis les choses en place? Est-ce que vous aviez un appart que vous avez quitté? Comment vous l'avez annoncé à vos proches? Toute cette partie-là, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu en détail comment ça s'est passé? Ouais, bien sûr. Alors, typiquement, la discussion, elle est venue de quelque chose tout bête, c'est-à-dire qu'on était sur notre canapé dans notre appart, alors appartement qu'on louait à l'époque. Et on avait déjà discuté un petit peu de voyager, on avait pour projet peut-être de s'expatrier dans les dom-toms, mais rien n'était figé parce que moi, je faisais encore mes études à ce moment-là. Et j'ai dit à Nico, écoute, je finis mes études dans 1 an et demi. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est que dès que je suis diplômée, on part et on économise un maximum et on part faire un tour du monde. Voilà. Donc, c'est un petit peu venu d'ici. Et donc, comme tu l'as dit, c'est que, à l'époque, on était en location dans un appart. Bon, on avait quelques biens, on n'avait rien de fou, hein, mais je veux dire, voilà, on avait des meubles, on avait une voiture, des choses que tu acquiers un peu naturellement au cours de la vie, quoi. Donc, on a décidé de tout vendre, justement, pour économiser un maximum. À partir du moment aussi où on a pris la décision de partir voyager, on s'est énormément restreint sur toutes nos dépenses, toutes nos sorties. Donc voilà, on essayait vraiment de rentrer un maximum d'argent chaque mois pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans, je pense. Et comment on l'a annoncé à nos familles, un petit peu bêtement, on était à table, en tout cas pour ma part chez mes parents, et on l'a dit on a un truc à vous annoncer, on va faire un truc de ouf. Dès que je suis diplômée, on va partir voyager pendant 1 an. Alors au début, ils étaient en mode mais pas du tout, mais vous êtes complètement fous parce que c'est quelque chose dans nos 2 familles respectives qui n'a jamais été fait. On a des familles qui voyagent, mais qui voyagent sur leurs vacances. Je veux dire, c'était pas du voyage long terme. Voilà, c'était très nouveau, en tout cas, dans nos 2 familles. Donc, au début, ça a été une réaction un petit peu en mode, on a peur. Et après, on a essayé de les rassurer un maximum et tout s'est bien passé. Et puis, ce qu'on a surtout fait, c'est qu'on est retourné vivre chez mes parents pendant 6 mois avant le départ pour encore plus économiser avant le départ. Et puis Nico avait quitté son travail. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été diplômée 6 mois avant notre départ, mais j'ai travaillé pendant 6 mois. Et voilà, le but concrètement, c'était d'économiser un maximum parce que c'est pareil, ça paraît idyllique de partir en tour du monde, mais ça demande des finances en fait. Donc il fallait de notre côté, en tout cas, on s'était fixé un budget de 15 000 € par personne. Ça paraît énorme de citer un montant comme ça de 15 000 €, mais pour 1 an, en fait, ça va très vite. Donc voilà, fallait réussir à mettre cette somme de côté, faire tout en notre possible pour la mettre de côté, pour économiser. Donc voilà. Et c'est pas évident, j'imagine, de mettre une telle somme de côté, surtout aussi jeune et en si peu de temps. C'est quand même. J'imagine que vous êtes privé de pas mal de choses en fait, dans votre vie, dans votre quotidien. Ah ouais, totalement en fait. Hein, vraiment, notre mindset, c'était d'être en mode économie pour ça, quoi. Ouais. Vraiment. Après, comme je te dis, c'est qu'on a vendu tout ce qu'on avait. Alors j'aime bien quand on dit ça, tout ce qu'on avait, on n'avait pas énormément de choses, mais voiture, etc. Donc, c'est des montants quand même qui sont assez importants au final de ces choses-là. Donc, ça nous a aussi mis pas mal de côté. Et puis après, ce qu'il y a, c'est que donc Nico, lui, travaillait à un plein temps. Il avait un CDI déjà depuis très longtemps. Moi, effectivement, je faisais mes études, mais depuis quasiment toujours, presque depuis l'âge de mes 16 ans. Alors, je travaillais, pas à plein temps, mais j'ai toujours quand même au final travaillé que ce soit les week-ends ou pendant les vacances, etc. Donc, j'ai toujours économisé un petit peu finalement. Et en étant chez mes parents à l'époque, c'est de l'argent qui était un petit peu de côté, mais que je touchais pas forcément. Donc, voilà, final, indirectement, je comprends maintenant pourquoi j'ai travaillé et j'ai économisé pendant tout ce temps. C'est vachement bien. Tu vois, moi, c'est un truc qui m'impressionne parce que j'ai jamais réussi. Tu vois, même quand je bossais avec l'été, durant ma job d'été, je gagnais très bien ma vie et j'ai jamais réussi à me dire, je vais mettre cet argent de côté-là pour des projets futurs. Probablement parce que je n'avais pas de projet à l'époque, tu vois. Et au contraire, je vivais au jour le jour et je dépensais tout. Alors, je vivais ma best life, les meilleurs étés de ma vie. Mais par contre, tu vois, c'est un truc qui m'impressionne où quand des gens me disent, moi, voilà, j'étais tellement focus sur cet objectif que j'ai économisé, je me suis privée de certaines choses, etc. dans mon quotidien pour mettre tant de côté. Je suis toujours waouh, tu vois, à chaque fois je me dis waouh, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment trop su faire, tu vois. J'aime bien vivre au jour le jour et ne pas trop me restreindre. Du coup, bravo. Est-ce que c'était difficile à faire ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui est inné chez toi, chez vous? Enfin, c'est quelque chose qui est facile pour toi de faire?
Alors non, je pense que c'est jamais facile, hein. Franchement, ça c'est clair, comme tu le dis, c'est que quand on a de l'argent, on a envie d'en profiter. Alors on en a profité indirectement, hein, au bout du bout, et on en continue d'en Bien profiter sûr. aujourd'hui. Mais non, c'est clairement pas facile, et encore plus quand on est jeune, comme tu le dis, où on n'a pas encore forcément cette notion de l'argent et que tout paraît si simple. Après, de mon côté, en tout cas, je pense que j'ai été élevée dans une famille où quand même on nous a, avec ma sœur, en tout cas, je dis on, mais on nous a quand même appris la valeur de l'argent et voilà que le travail se mérite, que voilà, enfin, je pense que j'ai été élevée comme ça à comprendre que l'argent a vraiment de la valeur et à pas non plus en faire n'importe quoi, de se faire plaisir bien sûr, hein, pas du tout psychorigide de l'argent du tout, mais à quand même comprendre qu'il faut quand même un petit peu mettre de côté, surtout s'il y a des projets, etc. Donc voilà. C'est bien. En tout cas, on voit que c'est quelque chose qui a été vachement organisé parce que tu me parles de un an et demi à l'avance. Enfin, tu as économisé pendant un an et demi Ouais. avant de partir. Donc, c'est ouf. Vous avez mis du temps, j'imagine, aussi à tout planifier. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez laissé un peu d'imprévu dans l'organisation de ce tour du monde ou tout était planifié? Alors, pas du tout. En fait, rien n'était planifié. Concrètement, les 1 an et demi à l'avance que j'ai cités avant, c'était surtout pour mettre la somme de côté. Juste l'économie. OK. Ouais, surtout l'économie. En soi, réellement, la préparation plus le côté administratif, on s'y est vraiment pris, je pense, entre 5 et 6 mois à l'avance. C'était surtout typiquement par rapport au fait de quitter son travail, de fermer certains comptes en banque, de clôturer, je dis n'importe quoi, un abonnement à une salle de sport. Tu vois, toutes ces petites choses qui demandent des fois des temps pour la résiliation, etc. Donc, c'est plus par rapport à ça. Et après, par rapport à l'organisation en elle-même sur les 1 an, alors pas du tout. On n'avait rien prévu. On avait simplement un itinéraire en tête, c'est-à-dire la liste des pays par lesquels on voulait passer, qui était à peu près établie. Mais après, ce qui allait se passer dans chaque pays, non, ça, on avait littéralement rien prévu. Et voilà, généralement, on avait prévu à peu près 1 mois par pays, ce qui laisse, on va dire, ce petit temps d'adaptation et de laisser un petit peu voir les choses au jour le jour, quoi. Donc rien n'était prévu sur ce côté-là. C'était plus le côté administratif, disons, qui a demandé une petite organisation. OK, ouais, je vois. Ce qui est cool d'ailleurs, ça laisse, du coup place à la surprise et à plein d'imprévus et d'ailleurs j'ai pas mal de petites questions à te poser par rapport à ça, par la suite. Est-ce que tu peux déjà, du coup nous parler de cet itinéraire? Vous avez fait quoi comme pays? Alors, du coup, ce qui était prévu, je dis bien ce qui était prévu, c'était qu'on passe 7 mois en Asie, qu'on aille en Jordanie, en Thaïlande, en Birmanie, au Laos, Cambodge, Philippines et Indonésie. Après ça, on devait passer 2 mois en Polynésie française, donc au milieu du Pacifique, et ensuite aller en Amérique du Sud et descendre toute la côte ouest, donc depuis la Colombie jusqu'en Bolivie à peu près. Donc, on avait compté ça sur 1 an ou alors peut-être 13, 14 mois grand maximum. Sauf qu'on est parti fin décembre 2019. Et en 2020, il y a eu le Covid. Donc, le plan initial, c'est-à-dire celui-ci avec tout cet itinéraire, ce qui devait se passer, etc., ne s'est pas du tout passé comme prévu. Donc, on est Ah là bien là. parti fin décembre 2019. On a été en Jordanie, on a fait notre périple, Thaïlande, Birmanie, Laos, etc. Sauf qu'on était au Laos en mars 2020 et c'est à ce moment-là, en fait, vers fin mars, que le Covid a vraiment frappé, en tout cas en Asie du Sud-Est, ou en tout cas ça a vraiment eu un impact et qu'ils ont commencé aussi à faire des confinements. Donc en fait, on avait traversé tout le Laos depuis le nord jusqu'au sud, on devait passer au Cambodge et en fait, au moment où on devait passer au Cambodge, c'est là qu'ils ont déclaré le confinement là-bas. Donc on a été confinés dans une petite région du Laos qui s'appelle les 4000 îles. Donc c'est un endroit vraiment vraiment cool. Et quand je parle de confinement, c'est absolument pas ce qui était en France, hein. Nous, on était sur les îles et alors on ne pouvait pas forcément sortir des îles. Par contre, on était totalement libre sur les îles. Et à savoir qu'on était à ce moment-là avec 3 autres couples d'amis qu'on avait rencontrés. Enfin, concrètement, on vivait notre best life, hein. C'était absolument pas un confinement. Donc, on était dans l'idée. Enfin, je pense que comme tout le monde, on n'avait aucune idée de ce qu'allait donner cette pandémie, etc. Donc, on se disait, bon, ça va durer quelques semaines et après, on va pouvoir continuer comme si de rien n'était. Enfin, tu vois, on était dans un déni total. On savait pas du tout Bien sûr. ce que ça allait donner. Et au final, donc, on a attendu 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et après, on s'est fait une raison. Donc, au final, on a passé 4 mois et demi au Laos en attendant un petit peu en attendant et en espérant surtout que les frontières réouvrent, ce qui n'est jamais arrivé. Donc, on s'est fait une raison, on a dû rentrer en France. Donc, on s'est dit, OK, on rentre en France, on va rebosser un petit peu, de quoi remettre un peu plus d'argent de côté. Et dès qu'il sera possible de repartir, peu importe où que ce soit, on repartira. Donc, on est rentré en août 2020. On a rebossé.
On a remis de l'argent de côté et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment des fêtes, donc en décembre 2020 toujours, ils ont allégé un petit peu les restrictions et il était possible d'aller en fait vers les DOM-TOM assez facilement. Donc que ce soit vers les Antilles, la Réunion, la Polynésie, c'était un peu allégé, histoire de 2-3 semaines, histoire que les gens puissent rejoindre leur famille, etc. Donc on a profité de ce moment direct. Donc je crois que c'était 2 jours après Noël. On a pris un vol pour la Polynésie. C'était initialement prévu sur notre itinéraire, donc on s'est dit go. Mais vu que la Polynésie, c'est un endroit qui est très très cher, on s'est dit bon, peut-être qu'on va rester là-bas 3 semaines, 1 mois grand max, et puis on rentrera. Mais de toute façon, à ce moment-là, enfin, avec le Covid, etc., plus rien n'était possible. Donc tu vois, on n'avait plus aucune attente. Vraiment, on se laissait guider. Et on s'est dit bon, on verra. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc voilà, on est parti en Polynésie et au lieu d'y rester 3 semaines, 1 mois, au final, on y a passé 10 mois. Ah ouais. Qu'est-ce qui a fait que vous avez changé d'idée? Enfin, pourquoi vous êtes resté autant de temps? En fait, à ce moment-là, de toute façon, on pouvait voyager nulle part ailleurs qu'en Polynésie. Donc, si tu veux, on avait un petit peu zappé le fait d'aller en Amérique du Sud. Et c'est surtout que pour nous, c'était un petit peu un rêve depuis longtemps d'aller là-bas. Donc déjà, quand on a pu enfin y mettre les pieds, alors que c'était le Covid, si tu veux, c'était un peu comme une grande réussite pour nous. On était hyper fiers. Et c'est surtout qu'en fait, on n'avait pas de limite de temps. En fait, on avait un budget, mais on n'avait rien qui nous attendait à notre retour. Donc en fait, on pouvait y rester le temps qu'on pourrait, du moment que notre budget était présent finalement, qu'on avait encore suffisamment d'argent. Donc en fait, on a fait des rencontres incroyables qui nous ont permis, si tu veux, de faire du woofing, c'est-à-dire qu'on travaillait en échange d'être logés et nourris. Et on a fait ça pendant 10 mois en voyageant d'île en île. Donc la Polynésie, c'est plein de petites îles. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Et donc en fait, on a passé 1 mois à peu près sur une dizaine d'îles comme ça, à bosser que avec des familles tahitiennes. On a fait des rencontres incroyables et c'est vraiment grâce à ça en fait qu'on est resté là-bas. Et donc c'était incroyable. Enfin voilà, la Polynésie, c'est le paradis sur terre. C'est un endroit qui est très cher à notre cœur. Et du coup, après 10 mois, bon, le budget, même si on bossait en échange d'être logé et nourri, commençait doucement à s'estomper. On avait de moins en moins d'argent et on voulait quand même mettre les pieds, du moins en Amérique latine, en Amérique du Sud. Et il nous restait un petit peu de budget, il devait nous rester 1 500 €, je crois. Et on a décidé quand même d'aller passer 1 mois au Mexique avant de rentrer. Pourquoi le Mexique? C'est parce que c'était le moins cher, en tout cas depuis la Polynésie. Parce que sinon, l'Amérique du Sud, c'était extrêmement cher, surtout à ce moment-là, au niveau des vols. Donc, c'était pas prévu, mais on a passé 1 mois au Mexique en partant de la capitale, en traversant tout le pays jusqu'à la péninsule. Et puis, après ça, il a été l'heure de rentrer, après 18 mois à voyager, quoi. Ah, du coup, ça a pas mal chamboulé vos plans quand même. Totalement. Ouais, c'est pas du tout ce qui était prévu, même au niveau du temps, ça devait durer seulement 1 an. Au final, ça a duré presque 2 ans. Enfin, voilà, c'est pas du tout ce qui était prévu, mais comme on le dit à chaque fois, c'est que on est même plus heureux de comment tout s'est déroulé que ce qui devait se passer initialement, quoi. Donc, finalement, c'était de l'imprévu, mais que pour du bon. Et est-ce qu'il y a quand même une part de frustration, justement, de pas avoir vu tout ce que vous vouliez voir à la base, même si les expériences que vous avez vécues étaient folles et incroyables? Est-ce qu'il y a cette part, finalement, de frustration où tu te dis, mais attends, en fait, il y a plein de pays que j'ai pas fait et que j'ai toujours envie de faire? Alors franchement, au début, oui. Je pense que au début, oui. Et en fait, avec du recul, vraiment pas du tout, parce qu'on a vécu des choses qu'on n'aurait jamais pu vivre. Ça s'est pas passé comme ça. Et vraiment, au jour d'aujourd'hui, mais pas du tout. Et on n'a plus du tout la même vision du voyage. Avant, on voyageait pour voir les choses, comme tu le dis. On voulait voir, ne rien louper, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette quête-là. Vraiment, on est plus dans la quête de l'expérience et de vivre les choses. Je sais pas si c'est clair, c'est assez vague en fait dans ce que je dis, mais Si, c'est hyper clair. on n'a plus trop la même vision. Donc non, vraiment aujourd'hui aucun regret, et puis encore moins de regrets, puisqu'on sait que par exemple toute la partie d'Amérique du Sud qu'on voulait faire initialement, dans quelques années on y retournera, passer 6-8 mois pour redescendre la côte comme on l'aurait voulu. En réalité, on aurait pu le faire après la Polynésie, même si ça aurait demandé de piocher un peu dans les économies qui étaient de côté, etc. Mais à ce moment-là, en fait, c'était encore le Covid et les conditions de voyage là-bas, c'était vraiment pas top. On pouvait pas du tout passer les frontières terrestres, on était obligé de prendre que des avions. Puis il y avait encore beaucoup de restrictions, port du masque, même des fois dans certains pays, port de visière. Donc c'était pas ce qu'on s'était imaginé et c'était pas ce qu'on voulait vivre. Et on voulait pas juste le faire pour le faire, mais on voulait voyager dans ces pays-là de la manière dont on s'était imaginé, tu vois. Donc on s'est dit, c'est pas grave, c'est pas pour maintenant. D'ici quelques années, on se refera ça comme on se l'était imaginé, en fait.
Et justement, donc tu parles d'expériences que tu as du coup eu la chance de prendre le temps de vivre des expériences, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu peux nous parler de l'expérience la plus dingue que tu aies vécue durant ce voyage? L'expérience la plus dingue, en fait, je pense qu'il y a pas un moment en lui-même qui pourrait le décrire, mais je pense que c'est réellement nos 10 mois en Polynésie. Dans la globalité, c'est-à-dire qu'on est passé d'un état d'esprit, on allait y passer 3 semaines, au final, on y restait 10 mois. On savait même pas ce qu'on allait faire, les semaines qui suivaient. Enfin, c'était tout un mood, en fait, et c'était incroyable de se laisser guider comme ça, de faire d'aussi belles rencontres. Alors après, en Polynésie, on a vécu des choses incroyables où il y en a eu tellement, mais c'est vraiment dans les rencontres et dans les expériences qu'on a vécues là-bas que ça nous a littéralement d'ailleurs changé et transformé, hein, je pense, dans notre vision de voir les choses et de voir la vie réellement. C'est pas juste, souvent on dit ça, ouais, on voyage, ça va changer à la vision que t'as, machin. Nous, c'est, en tout cas, pour notre part, c'est réel et ça a définitivement changé notre façon de voir les choses. Donc il y a pas un moment, mais plus la globalité de l'expérience de ce qu'on a vécu en Polynésie et de la chance de l'avoir vécu de la manière dont on l'a vécu, quoi. Et le fait de partir justement de Polynésie, c'était difficile? Ah bah j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ah ouais. Pas du tout prêt, mais c'était aussi. Alors je dis ça, c'est qu'on a passé 10 mois en Polynésie, ça paraît pareil, parfait sur le papier, mais c'était très intense parce qu'on bossait beaucoup. On bossait la plupart du temps dans l'agriculture. On a fait un peu de tout et n'importe quoi, de la maçonnerie, de l'agriculture. On a gardé des maisons, mais c'était très très intense et à la fois aussi fatigant, même si c'était juste exceptionnel. Et je pense que les 10 mois qu'on a passés, c'était peut-être les plus beaux 10 mois de notre vie. Mais tu vois, on arrivait à notre fin et je pense qu'on avait besoin de tourner une petite page peut-être aussi par rapport à ça. Et Ouais, bien sûr. du coup, c'était à la fois hyper dur, mais aussi à la fois peut-être nécessaire et voilà pour tourner un petit peu cette page et encore, on sait qu'on y retournera, c'est sûr et certain à 100%, quoi. Mais ouais, c'était très, très, très dur. Parce que c'était devenu, en fait, on était tellement imprégnés dans la culture à être qu'avec des locaux, etc., que c'était presque devenu notre culture. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Ouais. on n'avait plus du tout cette culture française, mais plus la culture tahitienne, polynésienne, et c'était très, très dur. Ouais, c'était vraiment très, très dur. Et c'est intéressant, tu dis que vous avez fait plein de jobs. Comment vous avez fait pour trouver tous ces jobs? Alors, nous, c'était essentiellement du bouche à oreille. On est arrivé en Polynésie. La seule chose qu'on savait, c'est qu'on allait passer 3 jours chez quelqu'un qui proposait une chambre sur Couchsurfing. Couchsurfing, c'est un site où justement des gens proposent, s'ils ont un canapé, une chambre, pour quelques nuits, en fait, pour héberger, puis faire des rencontres, un peu discuter. C'est un peu dans le monde des voyageurs. Et donc en fait, on avait trouvé cette annonce-là, on avait dit ben ok, go, on va faire ça. Donc c'était sur Tahiti. Et au final, on n'a pas passé 3 jours chez lui, mais on a passé 1 mois. C'était quelqu'un d'exceptionnel. C'est devenu un ami aujourd'hui. Et en fait, cette personne-là nous a mis en contact avec d'autres amis sur d'autres îles. Et en fait, ça a été que du bouche à oreille où les gens nous renvoyaient un peu chez leurs amis, chez des connaissances, etc., d'île en île. Donc nous, ça s'est fait essentiellement comme ça. Après, il y a aussi des groupes Facebook qui existent pour ça, avec des annonces de gens qui recherchent un peu d'aide et qui proposent de loger, enfin d'héberger les gens et de nourrir en même temps. Mais nous, essentiellement du bouche à oreille, du coup. Trop bien. Et je t'ai demandé donc quelle avait été l'expérience la plus dingue. Et maintenant, j'aimerais savoir quelle a été l'expérience la plus difficile, s'il y en a eu. Alors, ouais, eh ben c'est drôle parce que du coup, tu me dis la plus difficile, mais du coup, je pense qu'elle rejoint et la plus dingue et la plus difficile avec du recul, c'est qu'on était en Birmanie et on a passé une semaine dans alors officiellement, c'est un genre de monastère, mais finalement, c'est comme un grand village qui a été fondé par des moines et qui accueille tous les gens un peu dans le besoin, qui ont des maladies, que ce soit des maladies, des handicaps physiques, mentaux, etc. Donc des Birmans, hein, exclusivement, sachant que la Birmanie, c'est un pays qui est très, très, très pauvre. Donc en fait, on a passé une semaine dans cet endroit qui accueille des bénévoles et du coup, nous, on était là-bas en tant que bénévoles pour aider. Donc moi, j'ai fait pas mal de consultations d'ostéopathie là-bas. Et Nico, lui, était avec un autre groupe qui construisait certaines choses. Et c'était en même temps très, très, très dur parce que donc il y avait certains hôpitaux, entre grands guillemets, certains hôpitaux, pardon, voilà. Mais c'était des conditions, c'était horrible. C'était vraiment, vraiment horrible. Alors moi, je le faisais avec plaisir parce que j'allais dans ces endroits-là pour aider, pour faire des consultations, pour soulager, faire des soins, etc. Mais fallait prendre énormément sur soi pour pas montrer finalement la peine. Mais on voyait que ces gens-là étaient heureux de notre passage, etc. Donc c'était des sentiments qui étaient très contrastés. D'un côté, c'était incroyable comme expérience et de l'autre côté, c'était très dur à vivre et à voir en fait.
Mais c'était fou. C'était vraiment fou. C'est ouf. Et c'est vrai que c'est fou d'avoir pu pratiquer ton métier que finalement t'avais même pas pratiqué en France ou quasiment peu en plus. Alors dans les études d'ostéo, Oui, bien on sûr, est déjà, pendant tes études. voilà, Ouais. on a déjà beaucoup de patients. Généralement, c'est en clinique. Mais donc oui, après j'avais bossé après pendant 6 mois, etc. Mais en tout cas, de pouvoir moi faire des consultations en tant que C'est bénévole ouf. dans d'autres pays, ce que j'ai même refait un peu de temps en temps, etc. Dans d'autres pays, c'était vraiment chouette, quoi. J'ai C'est besoin que de mes incroyable. mains pour travailler et disons que c'est l'avantage C'est ça. et quand les gens sont reconnaissants, c'est encore mieux, quoi. C'était vraiment un plaisir. Ouais, c'est incroyable, carrément. Ça devait être fou. Ça, c'est vraiment des expériences, tu vois, qui te marquent toute la vie, quoi, en fait. Ouais, ouais, surtout ça, c'était vraiment fou et c'est là aussi que ça nous permet de relativiser par rapport à la vie qu'on a en France, par rapport aux avantages qu'on a en France et c'est là qu'on se dit: «Mais en fait, de quoi on se plaint, en fait?» C'est vraiment ça donc c'est une belle leçon aussi d'un côté. Complètement. Complètement. Une belle leçon de vie. Pourquoi vous avez pris la décision de rentrer? Pourquoi ne pas avoir continué le tour du monde en décidant de travailler, peut-être dans les pays dans lesquels vous seriez allés? Pourquoi rentrer? Alors déjà parce que, le budget était épuisé. On avait encore de l'argent de côté, mais je pense aussi qu'on avait besoin de rentrer un petit peu. Du coup, depuis notre départ vers la Polynésie et après le Mexique, ça faisait déjà 1 an qu'on était partis au final et malgré tout, même si on est bien en voyage et qu'on adore notre routine, c'est quand même très fatigant de voyager malgré tout, tant mentalement que physiquement au niveau du confort et on avait besoin de ce petit break, en tout cas de rentrer en France, de revoir aussi nos proches parce qu'on est très proche de notre famille, puis voilà, de retrouver un petit peu de la bonne nourriture, du confort, et cetera. Mais on rentrait vraiment dans le flou total. C'est-à-dire que, comme tu le dis, c'est que d'un côté, on avait envie de rentrer, mais de l'autre côté, pas du tout. Parce qu'on savait pas du tout si on allait vouloir rester en France, ni même ce qu'on allait faire en France, parce qu'on savait que ce quotidien en région parisienne ne nous plaisait plus du tout. Nico, qui avait quitté son job dans la vente, ne savait pas du tout vers quoi il voulait se tourner. Voilà, il y avait rien qui l'attirait particulièrement plus qu'autre chose. Donc, on est rentré vraiment en étant presque angoissé aussi du retour. Enfin, tu vois, encore une fois, c'était très Bah, bien contrasté, sûr. c'est qu'on était content, mais en même temps, on était en mode, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ça fait presque 2 ans qu'on n'a plus eu de chez nous, qu'on ne sait même pas où on veut vivre, qu'on sait même pas ce qu'on veut faire. Enfin, on était, ouais, dans le flou total. Ça a été très, très dur aussi, d'un côté de rentrer pour ça. Ah mais carrément. Et comment vous avez fait alors? Comment vous êtes organisés? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que vous avez habité? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, tout simplement? Alors du coup, donc on est rentré directement en région parisienne, hein, là où on habitait avant. On est retourné chez mes parents, c'est ce qui était prévu, hein. Voilà, on est rentré on a dû passer 2 semaines. Après ça, en fait, on a voulu rendre visite aux grands-parents de Nico qui sont au Portugal. Donc ça s'est déroulé sur la 2e semaine où on rentrait, hein. Et donc moi, je cherchais déjà un petit peu du travail et donc des offres de remplacement en tant qu'ostéopathe. Et je regardais un petit peu sur des groupes Facebook. Et de là, je suis tombée sur une offre de remplacement en Haute-Savoie, exactement à Thonon-les-Bains. Et donc, à savoir, pour la petite anecdote, c'est que, comme je l'ai dit avant, on a passé 4 mois et demi au Laos. Et en fait, pendant 3 mois sur ces 4 mois, on était avec un couple qui venait justement de Haute-Savoie et qui faisait que de nous parler de la Haute-Savoie, qui nous vantait les mérites de la Haute-Savoie. Et on était là, mais qu'est-ce qu'ils ont avec cette région? Et puis ils étaient même pressés de rentrer parce qu'on était confinés, etc. Mais ils étaient là, ah ouais, on est pressés de rentrer, de passer l'été et tout. Et on était là, mais comment quelqu'un peut avoir envie de rentrer dans sa région? Tu vois, nous, ça nous paraissait improbable en fait, parce que jamais de la vie, nous, on était pressés de rentrer en région parisienne, tu vois. Tu m'étonnes. Et donc voilà, il nous parlait de ça. Et quand on est rentré, que j'ai vu 2 semaines après qu'on soit rentré cette proposition, je me suis dit bon, c'est marrant, c'est Thonon-les-Bains, c'est l'endroit qui nous parlait justement tout le temps. Et à ce moment-là, comme je te l'ai dit avant, c'est qu'on n'avait aucun plan, pas de projet, rien du tout. On s'est dit bon, de toute façon, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Là, l'idée, ça va être un peu aussi de refaire un peu d'argent, de retravailler, de renflouer un peu les caisses. Donc bon, autant aller voir ce qui se passe là-bas. Donc j'ai postulé, j'ai discuté avec la personne, etc. Au final, ça s'est très vite mis en place. Et donc, au final, 2 semaines après, on savait déjà qu'on allait partir en Haute-Savoie. Donc on était rentré début décembre et c'était mi-février, un truc comme ça, qu'on allait partir là-bas. Et Nico, pareil, dans la foulée, en fait, a trouvé une formation, un peu, pas au hasard, mais finalement, hasard ou destin, je sais pas, une formation pour devenir community manager. Donc, il a suivi cette formation en ligne pendant 6 mois. Donc, en fait, tout coïncidait plutôt bien. On pouvait partir en Haute-Savoie, pardon. Lui suivait sa formation. Moi, je bossais. On allait découvrir cette nouvelle région et tout s'est un petit peu fait comme ça. Et donc, ça fait 1 an et demi qu'on est j'allais dire là-bas, mais en fait qu'on est ici, tout simplement, et qu'on vit clairement notre meilleure vie ici. On pouvait pas être plus heureux qu'ici. Je pense que c'est vraiment l'endroit qui nous correspond le mieux là actuellement en France du moins, et on est super super bien.
Trop bien. Et c'est fou parce que du coup, une vie de voyage, mais vous continuez encore à voyager, non? Ouais, du coup, c'est ça, on est rentrés, comme je t'ai dit, fin novembre, début décembre 2020 et à peine, 11 mois après, on repartait déjà pour 2 mois en Indonésie. Heu, donc ouais, c'est on est rentrés, mais on n'en oublie pas pour autant le voyage et c'est vraiment quelque chose qui est un peu ancré, dont on a besoin et on fait tout, en tout cas, dans notre quotidien pour avoir cette liberté-là, de voyager et de prendre le temps de voyager, en tout cas. On est tous les 2 en auto-entreprise. Ça a ses avantages, ça a aussi de gros inconvénients et de gros risques, hein. Donc, on prend les risques qui vont avec parce que les avantages que ça nous permet, ils sont beaucoup trop importants à nos yeux, quoi. Trop bien. Et du coup, donc tu en as parlé tout à l'heure, vous avez commencé un compte Instagram tous les 2 au moment où vous êtes partis pour la première fois, c'est ça? Alors ouais, c'est exactement ça, mais alors initialement, ce compte n'était pas du tout censé, comment te dire? De base, ce compte a été créé pour donner des nouvelles à la famille et aux amis. Vraiment dans ce but-là. D'accord. Donc on l'avait un petit peu lancé, mais alors ce qu'on postait, c'était, alors une fois tous les 15 jours des nouvelles, de temps en temps 2-3 stories, mais pour dire, «Tout va bien, on est là». Enfin voilà, c'était rien de ni de professionnel, ni dans le but que ça aboutisse à quoi que ce soit, en fait, hein. Et ça pendant très longtemps finalement parce que, en réalité, on s'est un petit peu, posé sur ce compte et on a commencé à vraiment partager plus régulièrement et cetera, seulement à notre retour. Finalement, à notre retour de tour enfin, de grands voyages. Ah oui, Donc, c'est drôle. c'est-à-dire il y a à peu près, 1 an, ouais, 1 an et demi finalement. Puisqu'on avait et le temps, puisqu'on était de retour en France, qu'on avait pas mal de temps, puisqu'aussi le voyage nous manquait, donc ça allait être aussi l'occasion de repartager certaines choses, de se replonger un petit peu dedans. Et puis, ouais, parce que, du coup, on avait ce temps et on avait énormément de contenu parce que, Nico adore faire de la photo et de la vidéo. C'est ce que j'allais te demander. Des choses qu'on n'avait pas forcément postées. Donc en fait, on avait des tonnes de contenu, beaucoup de temps, beaucoup d'expériences et de choses à partager. Donc on s'y est vraiment intéressé dessus et puis c'est vrai qu'en fait, ça a grandi et c'est cool. C'est vraiment cool. Aujourd'hui, on échange, énormément, que ce soit sur notre quotidien en Haute-Savoie, mais aussi énormément de choses par rapport au voyage, les bons côtés, les mauvais côtés et surtout de manière assez authentique. Même quand on continue de voyager aujourd'hui, maintenant, c'est vrai qu'on continue de partager les voyages un petit peu plus de manière, régulière. Mais voilà, c'est sans chichi. On aime bien les choses simples. On essaye d'être assez transparent dans les prix, dans ce qu'on fait, et cetera. Donc voilà. Donc c'est vraiment cool. Et aujourd'hui, vous touchez, des revenus grâce à votre compte Instagram? Vous faites des collaborations avec des marques ou pas encore? Ouais, 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 on touche certains revenus. Alors c'est encore léger et encore une fois, le but n'est pas d'en vivre du tout parce qu'on a tous les 2 nos jobs. Donc là, disons que c'est un petit complément, qu'on se fait en plus chaque mois. Donc c'est encore plus gratifiant. Après, en toute, franchise, c'est que des propositions de collaboration, on en a des tonnes, mais on n'accepte absolument pas tout parce que le but, c'est pas non plus que ce soit un spot publicitaire, ce compte. On sait que les gens qui nous suivent nous font énormément confiance sur ce qu'on partage, et cetera. Donc, on essaye de faire les choses bien, de partager des choses qu'on aime, des choses qui peuvent être aussi intéressantes et pour nous, mais et pour les personnes aussi qui nous suivent. Donc voilà. Et pourquoi tu dis que le but, c'est pas d'en vivre? Pourquoi pas, en fait? Oui, pourquoi pas? Alors, dans l'idée, s'il y a des collaborations qui peuvent nous rapporter de l'argent, bien sûr, on va jamais cracher dessus, mais c'est vrai qu'on garde, entre guillemets, «cette petite sécurité», de notre quotidien, de notre travail finalement fixe qu'on a tous les 2. Et puis on prend ça comme un plus, quoi. Parce que malgré tout, c'est vrai que les réseaux, ça peut être éphémère et puis autant je sais que là, on prend le temps de le faire et puis c'est aussi un plaisir, mais je dis n'importe quoi, peut-être que d'ici 2-3 ans, on aura moins ce plaisir ou on aura d'autres projets qui nous prendront plus de temps et donc on aura moins ce temps pour ce compte. Enfin voilà, on ne sait jamais, mais là on prend ce qu'il y a à prendre et selon nos envies, selon notre temps, selon ce qui est faisable, et cetera. Mais c'est pas non plus notre priorité et on veut surtout, en fait, finalement, que ça reste authentique. Parce qu'on a aussi remarqué que dès lors que ça devient très professionnel et que c'est l'unique source de revenus, on le sent aussi dans d'autres comptes que c'est tout de suite un peu moins naturel et voilà. Et nous, on aime tellement l'authenticité qu'on veut pas tomber dans ça et pour l'instant, ce rythme nous convient plus que parfaitement, quoi. Je comprends. En tout cas, franchement, chapeau parce que je me doute que c'est beaucoup de taf, hein, de gérer Ouais, un ouais, compte ouais. Insta, surtout qu'il est très, très bien entretenu. Enfin, les contenus sont très beaux, donc j'imagine qu'il y a pas mal de temps passé. Et du coup, c'est Nicolas qui gère toute cette partie-là, grâce à sa formation?
Alors, on gère le compte vraiment tous les 2, donc autant l'un que l'autre. Et par contre, ce qui nous a en grande partie aussi aidé à exploiter un petit peu le compte, à faire grandir un petit peu tout ça, c'est principalement aussi la formation que Nicolas a reçue, où en gros, en même temps que sa formation, il appliquait un petit peu ce qu'il apprenait à notre compte, à tout ce qu'on partage, etc. Donc, c'est aussi en grande partie grâce à ça. Et après, ouais, aujourd'hui, on l'utilise, en tout cas, on l'entretient tous les 2. On fait tout ça ensemble et autant parce qu'on répond beaucoup à nos DM et autant, en fait, c'est jamais la même personne qui répond parce qu'on est vraiment à 2 dessus, en fait. Il y a pas une personne qui gère le truc plus que l'autre. Trop bien, c'est drôle. Bon, en tout cas, c'est super de pouvoir partager tout ça. Est-ce que justement, c'est une question que je voulais te poser aussi, est-ce que votre vie à tous les 2 est si belle que sur votre compte Instagram, votre entente, etc. Alors, notre entente, honnêtement, je touche du bois, pourvu que ça dure, non, on s'entend plus que bien. On se dispute très rarement. Et puis après, c'est aussi le voyage qui nous a permis ça, hein, parce que autant avant, c'était pas pareil, hein. À nos débuts, on se disputait plus, on se comprenait moins, on s'écoutait moins, etc. Et je pense que le voyage a aussi permis de nous connaître beaucoup plus et de mieux gérer en fait certaines humeurs de l'un, certaines humeurs de l'autre. Donc non, pour le coup ça on s'entend très bien. Après tout aussi belle, oui et non, c'est-à-dire que comme on le répète à chaque fois, c'est que on travaille tous les 2, notre vie est pas idyllique, on travaille comme tout le monde. Souvent on nous demande comment on finance nos voyages comme si l'argent nous tombait du ciel. Ben non, on bosse des fois, je fais des 8h 20h d'affilée. Enfin voilà, donc non, c'est peut-être pas tout aussi rose. En tout cas, je sais pas ce qui peut se faire ressortir de ce compte, mais en tout cas, on a une vie comme tout le monde, on bosse comme tout le monde, on fait les mêmes sacrifices que tout le monde. Enfin voilà. C'est bien de le dire, c'est important. C'est important de dire que voilà, il y a une vie réelle derrière tout ça. Ah oui, totalement. Ouais, c'est bien de le dire. Et j'aime beaucoup aussi le fait que tu dises que tu tiens à garder ce compte authentique, à garder l'authenticité, l'accessibilité. J'imagine que vous êtes hyper proche de votre communauté. Ça, je trouve ça super aussi. Oui, voilà, on essaie de répondre vraiment à toutes les questions qu'on peut avoir et on en a beaucoup, d'interagir un maximum et c'est le but. En fait, finalement, ce compte, il a été créé pour échanger, pour que nous, on partage, mais que aussi on apprenne des choses ou on ait des échanges qui nous soient aussi bénéfiques à nous, quoi. C'est pas que dans un sens. Donc, c'est ça qui est plutôt cool. Carrément. Il me semble que le 12 août, alors peut-être que je me trompe de date, dans un post, tu as parlé d'un nouveau départ. Il y avait écrit J-50. Ouais, exactement. Est-ce que tu nous lâcherais pas la petite destination ? Ouais, de toute façon, il est prévu qu'on en parle là très très prochainement. Donc du coup, c'est quand ? Ouais. Fin septembre, non, début octobre, pardon. Du coup, on retourne aux Philippines pour presque 2 mois. On part pour 7 semaines exactement. Donc, je dis on retourne, c'est parce qu'il y a de ça 5 ans, on y était déjà allé. Donc pareil sur nos vacances, donc on était partis pendant à peine 15 jours, je crois. Et depuis longtemps, on rêvait d'y retourner. C'était justement un des pays qui était sur notre itinéraire initial du tour du monde. Donc là, on repart aux Philippines. Donc on a trop hâte de vivre surtout ces 7 semaines comme on aime les vivre maintenant en voyage, quoi. Donc le but, ça va pas être de rusher dans tous les sens, de faire toutes les îles, mais vraiment de vivre un peu le pays et de se laisser guider. On n'organise rien, on a notre billet d'avion, on va arriver là-bas et on avisera, quoi. C'est trop cool. Alors il y a un truc très étrange, c'est que donc j'ai une de mes sœurs qui vit à Thonon-les-Bains, enfin à côté, quoi. Et j'ai une autre de mes sœurs qui vit aux Philippines. Non, mais donc c'est quand même assez ouf. Je suis obligée de le mentionner. Excellent. Donc surtout Laurine, voilà la coïncidence de dingue. Si tu vas aux Philippines, passe par l'île de Siargao, je sais pas si t'avais déjà prévu ça, qui est une île trop stylée, qui est très connue pour le surf. Ouais. Voilà. Et ma sœur vit là-bas, donc je veux un selfie évidemment avec ma sœur si tu passes par là-bas. Si on va là-bas, je te promets qu'on fera un petit selfie. On se contractera et franchement, ce sera avec plaisir qu'on se rencontre toutes les 2. Trop bien. T'as entendu parler de cette île ou pas du tout ? Oui. Je te dis, ça fait tellement longtemps qu'on aime les Philippines, qu'on veut retourner dans ce pays que au final, on connaît beaucoup d'îles. Alors, on les connaît, parce qu'on les voit beaucoup aussi sur Insta, parce que on s'était aussi quand même pas mal renseigné avant. Et je connais de noms, je visualise aussi beaucoup d'endroits sur cette île et ça a l'air vraiment, vraiment chouette. Trop bien. Vous allez vous régaler, ça c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Est-ce que vous avez d'autres projets au-delà des voyages ou même d'un point de vue voyage ? Est-ce que vous avez d'autres projets ? C'est quoi vos objectifs, vos projets pour la suite ? Alors en fait, on a un gros souci, c'est que depuis toute cette période
du Covid qui a chamboulé tous nos projets, tout notre tour du monde, c'est que maintenant, on a beaucoup de mal à se projeter, justement. Je comprends. Donc, vraiment, mais je pense que c'est un gros souci, hein, maintenant, c'est qu'autant, là, on sait qu'on va aux Philippines dans 1 mois, mais si tu veux, je sais même pas ce qu'on fera dans 6 mois, si même on sera encore à Thonon-les-Bains. Bon, c'est un petit peu gros, mais dans l'idée, c'est ça, et c'est qu'on a du mal à voir loin, parce qu'en fait, on a tellement reçu une leçon que tout peut changer très rapidement, que tous les projets que tu peux te faire dans ta vie peuvent être chamboulés du jour au lendemain, que maintenant on se laisse un petit peu guider par nos envies, par ce qu'on vit, par ce qu'on veut faire, etc. Donc autant c'est assez difficile de répondre à cette question. On est plutôt bien en Haute-Savoie pour l'instant. Du moins, si on doit rester en France, ce serait probablement ici pour le moment. Encore une fois, je te dis pas qu'on restera ici toute notre vie. C'est hyper difficile à dire, c'est presque impossible pour nous. Mais on est bien ici. Après, on sait aussi qu'on aimerait retourner en Polynésie pour y passer 1 ou 2 ans, grand maximum. Sûrement pour y bosser, du coup, plus trop dans le cadre du voyage, mais voilà, pour vivre un petit temps là-bas, un petit peu plus que ce qu'on y a vécu et surtout différemment. Mais au-delà de ça, dans l'immédiat, non, on va juste continuer de kiffer notre vie, de vivre tout ça comme on l'entend, et ce sera déjà pas mal. Mais j'aime beaucoup ta réponse. Je suis assez alignée avec ce que tu dis et je me retrouve un peu, si tu veux, dans tes mots et dans ta façon de voir la vie. Tout comme toi, je sais que les plans, malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme prévu. C'est ça. Voilà. Et puis je trouve ça hyper cool en fait de garder un petit peu de surprise dans sa vie et de se dire en fait, tout est possible. Je peux faire ce que je veux et tu vois, j'aime bien voir la vie comme ça aussi. Ah, mais totalement. Puis vraiment, avec le voyage, et comme je te dis, le Covid, en fait, c'est horrible de dire ça, hein, mais avec du recul, ça a été vraiment une pandémie qui a été plus qu'horrible, mais avec du recul, on essaie de tirer que le positif et on se dit que sans ça, on n'aurait pas vécu ce qu'on a vécu, et au final, ça pouvait pas mieux se passer que ce qui s'est passé. Donc voilà, on essaie de garder en tout cas que le positif de tout ça, et finalement, c'est comme on le dit à chaque fois, c'est vraiment dans l'imprévu qu'on a les meilleures surprises, et c'est réel, c'est que quand tu t'attends à rien, quand t'espères rien d'une situation, d'un moment, etc., c'est là que tu vas être le plus heureux, le plus surpris, tant dans le positif que dans le négatif, mais en fait, au bout du bout, c'est ça qui fait un petit peu vibrer, c'est ça qui fait vivre, c'est l'inattendu, quoi. Complètement. Écoute, je suis absolument 100% alignée avec ce que tu dis, Laurine. Cool, alors. C'est très bien, ça me parle vraiment. À la fin de chaque échange, j'ai un petit rituel. Je pose 3 questions à mes invités, Laurine. Donc, première question, c'était quoi ton rêve de petite fille ? Mais alors là... mais tu sais, je pense que je sais, j'ai pas le souvenir d'avoir eu un rêve, tu sais... genre ce rêve et de me dire quand je serai grande je ferai ça, ou j'ai pas ce souvenir là, donc je peux même pas te répondre. Je veux pas t'en inventer un, c'est que honnêtement j'ai pas ce souvenir là. Tu n'avais pas de rêve du tout? Mais j'ai pas non, ça m'a pas marqué. Ça peut être fonder une famille et être heureuse, hein, c'est pas forcément un métier en particulier. Ouais, non, sans me parler de métier ou quoi. Je sais qu'étant un petit peu plus ado, etc., c'est vrai que je voulais quand même un peu voyager, etc. Mais c'était pas non plus la chose qui me faisait vibrer. Et puis c'était pas ma priorité numéro 1. Tu sais, c'était quelque chose un petit peu que j'enviais et que je me disais, quand je serai plus grande, j'aimerais bien aller vivre à l'étranger. Tu sais, des choses comme ça. Mais étant plus petite, un rêve un petit peu utopique ou quoi, non, j'ai pas ce souvenir. Tu laissais déjà en fait place à la surprise dans ta vie, Laurine, c'est ça? Écoute, on va voir les choses comme ça, on va se dire ça, ce sera mieux. Voilà, c'est ça. Est-ce que t'as un mantra, une phrase qui te guide un peu dans la vie? Je pense que c'est celle que j'ai citée juste avant, de se dire, alors je sais pas si c'est une citation ou si quelqu'un l'a déjà dit ou si voilà, mais plus le fait de se dire que c'est dans l'imprévu qu'on a les meilleures surprises et de se laisser guider finalement. C'est surtout ça, le leitmotiv un petit peu qu'on essaye d'adopter tous les jours et de garder en tête. Trop bien. Et dernière question, c'est quoi pour toi, ça veut dire quoi pour toi, être la locomotive de sa vie? Finalement, ça rejoint un petit peu la phrase juste avant. Enfin, pour moi, c'est vraiment qu'on est maître de son destin, on est maître de sa propre vie et rien n'est impossible finalement. Alors, il y a des choses qui sont plus compliquées que d'autres, il y a des choses qui demandent plus d'investissement que d'autres, voilà, mais que rien n'est impossible et tout est réalisable finalement. Et voilà, pour moi, c'était il y a de ça encore 5 ans, tu me disais faire un tour du monde, c'était un truc, des films, tu vois, un truc qui était irréalisable, ça n'existait pas. Mais en fait, non, pas du tout. C'est possible de quitter son quotidien, c'est possible de réaliser tous ces rêves-là et faut juste un peu se lancer et ça demande beaucoup de courage, ça c'est sûr, ça demande des sacrifices, mais c'est faisable et ça dépend que de soi et donc à quel point on lance la locomotive finalement.
Carrément. Et je pense que, juste pour rajouter un petit truc, ça demande du courage, mais ça demande surtout de la motivation. Je pense qu'à partir du moment, je dis toujours ça, à partir du moment où t'es vraiment motivé, tu vois, c'est même plus du courage dont t'as besoin, parce que ça se fait un petit peu naturellement. Ça te démange tellement que tu le fais, quoi. Ah oui, non, totalement. Et puis après, j'avais aussi cette chance, c'est que c'était deux avec quelqu'un qui a les mêmes projets, les mêmes envies. Donc ça, c'est aussi une grande chance d'être en couple avec quelqu'un qui veut la même chose. Et donc, en fait, on s'auto-motivait encore plus, tu vois. Donc, c'était plus qu'une évidence finalement par rapport à ça, quoi. Donc, oui, du courage, un petit peu de chance, de la motivation et tout est faisable. Ça, j'en suis vraiment persuadée. Complètement. Merci Laurine pour ton témoignage. Merci de nous faire voyager. Et puis, je te souhaite plein de bonheur pour la suite. Non, écoute, merci à toi, Sandra, de m'avoir reçue. C'était un plaisir de discuter de tout ça. Un vrai plaisir. Merci Laurine. Ciao, ciao. Ciao, bonne journée. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.